Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Passé, présent et avenir sont au programme aujourd'hui. Voici les titres. Le Vaxicar se déplace en Moselle dans les communes qui en font la demande. Il permet aux personnes prioritaires qui ne peuvent se déplacer de se faire vacciner dans leur commune. Ce vendredi, il s'est rendu à Puttelange-au-Lac, à Rémerin-les-Puttelanges et à Ilsprich. Il a permis à 88 personnes de recevoir la première injection du vaccin Moderna. Une passation de commandement vient d'avoir lieu au sein de l'unité opérationnelle des sapeurs-pompiers de Sarreguemines. La capitaine Aurélie Beck, qui dirigeait déjà l'unité depuis le 1er février, succède officiellement au capitaine Mathieu Oberhauser depuis ce vendredi 26 mars. Elle devient la première femme en Moselle à diriger une unité opérationnelle. Une longue séance du conseil municipal s'est tenue ce samedi matin à Bitche. 28 points étaient à l'ordre du jour, parmi lesquels la présentation des comptes administratifs 2020 et le rapport d'orientation budgétaire pour 2021. Un point a été fait sur la dette de la commune et aucune hausse de la fiscalité n'est prévue. L'association Les Chabots de Reyerswiller veut préserver la biodiversité locale. Un premier atelier destiné aux enfants pour réaliser une plantation de semis de tomates s'est tenu le 24 mars. L'association est née en décembre dernier. Ses membres souhaitent développer leur activité et fédérer le plus de personnes possible pour préserver l'écosystème de la vallée. Petit Vegan de Sarralbe fabrique des spécialités 100% végétales et artisanales pour remplacer les fromages traditionnels. La fondatrice de la société vient d'être récompensée par PETA France, une association qui défend le droit des animaux. Elle a obtenu le prix de l'entrepreneur vegan à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Il n'y a pas que dans les écoles qu'il faut suivre le rythme soutenu d'évolution des protocoles sanitaires. Dans les entreprises aussi, ils se succèdent et ils ne sont pas toujours simples à mettre en place. Uranie, bonjour. Les restaurants d'entreprise sont particulièrement pointés du doigt ? Bonjour tout le monde, et oui en effet les cantines en entreprise sont en première ligne et pour cause, selon une récente étude de l'Institut Pasteur, 15% des cas identifiés Covid sont dus à des contaminations dans le milieu du travail, surtout lors des pauses repas. Alors le ministère du Travail a remanié le protocole sanitaire, il est plus drastique avec notamment 8 mètres carrés par personne, l'augmentation des services de restauration, 2 mètres de distance, etc. Mais encore faut-il de la place, du matériel adéquat pour respecter les consignes. Alors comment ça se passe concrètement sur le terrain côté organisation ? On va poser la question au directeur de l'ESAT La Ruche de Sarreguemines. Éric Langard, bonjour. Bonjour. Alors quelles ont été les contraintes auxquelles vous avez été confrontés sur le terrain ? Ce sont principalement des contraintes liées à l'application du protocole sanitaire et des gestes barrières. Nous avons par exemple mis du plexiglas, demandé dès lors que quelqu'un se lève de porter obligatoirement le masque, de préparer au préalable les plateaux repas pour éviter des manipulations supplémentaires. Et puis également, nous avons mis en place une signalétique au sol pour mieux faire respecter les 2 mètres de distanciation. Et puis enfin, nous avons développé les ventes à emporter pour continuer à satisfaire nos clients habituels. Alors il faut quand même rappeler qu'ici, d'habitude, chaque jour, vous avez entre 150 à 200 personnes qui viennent se restaurer, vos salariés travailleurs, mais aussi des clients extérieurs, vous l'avez dit. Bien sûr, la jauge, elle a été réduite, expliquez-nous. Bien sûr, la jauge a été réduite. Nous avons entre autres mutualisé l'ensemble des espaces, les salles de restauration, les salles de formation, nos salles de réunion, pour que l'ensemble de nos salariés et travailleurs puissent être au maximum étalés, de telle façon à ce que la jauge puisse être respectée. Et les services donc sont entre 11h et quelques et 13h. Voilà, vous avez raison de le rappeler. Nos services ont été séquencés. Nous avons mis en place 3 services pour qu'il y ait un minimum de 2 personnes dans un espace de temps réduit. Alors, vous êtes une structure médico-sociale. Est-ce qu'au quotidien, c'est difficile d'être vigilant sur tous ces gestes barrières ? Alors, c'est difficile, bien que ça fait 1 an que la pandémie perdure. C'est difficile, mais on continue à appliquer les règles quotidiennement, à les rappeler quotidiennement. C'est essentiel pour nous. Bien que les règles soient correctement appropriées, il est quand même essentiel de les rappeler quotidiennement et régulièrement.
Eh bien, merci beaucoup Éric Langard. Malgré toutes ces mesures, il faut quand même rappeler que d'après cette même étude, il y a la moitié des professionnels qui se savent malades qui viennent quand même travailler. Alors le plus gros de la vigilance vient quand même du salarié. Merci Uranie pour tes explications, mais c'est vrai que ce n'est pas très rassurant cette dernière info. Alors la solution viendra sans doute des vaccins. Il y a du progrès, se faire vacciner sur le pas de sa porte, c'est presque possible grâce au Vaxicar. Ce bus, mis en place en Moselle, est un complément au centre de vaccination fixe. Il permet de rapprocher le vaccin des personnes vivant en milieu rural. Le Vaxicar a fait étape dans le pays de l'Albe et des Lacs. Reportage de Thibaut Desmerlet et Thomas Drouin. Si tu ne viens pas au vaccin, le vaccin ira à toi. C'est un peu le mantra du Vaxicar mis en place par la préfecture de la Moselle pour rapprocher le vaccin des populations, notamment dans les zones rurales. Une opportunité saisie par 3 communes du côté de l'Albe et des Lacs. On a sollicité les services de la préfecture parce qu'on savait que du coup il y avait un bus qui circulait. Et donc du coup les 3 maires de Remerin, Puttelange et puis Ilsprich se sont concertés et ont décidé en fait qu'il était important pour eux de pouvoir faire vacciner le maximum de monde. Donc on savait qu'il y avait quelque chose d'itinérant qui pouvait se mettre en place, du coup on a sauté sur l'occasion. L'objectif était vraiment la sensibilisation à la vaccination pour tous et donc en priorité pour nos aînés. Car s'il se rapproche, le vaccin n'en reste pas moins réservé aux personnes prioritaires. Âgées de plus de 75 ans, avec comorbidité, c'est la mairie qui a contacté les futurs vaccinés, un contact de proximité qui a joué aussi dans la décision de certains à venir. Et au final, tous se réjouissent de cette initiative. Ça m'a fait décider, ça m'a fortement influencé pour m'inscrire. Déjà c'est sur place, c'est facile. Et puis c'est une question de confiance. Et puis on est venu nous trouver à la maison, donc ça joue quand même beaucoup. Pour les gens de mon âge, pour faire le parcours du combattant, pour essayer d'obtenir un rendez-vous à droite à gauche, c'est catastrophe, quoi. Je m'étais renseigné chez mon médecin traitant. Et puis il m'a dit qu'il y avait un temps d'attente de plusieurs semaines, puisqu'il avait 150 personnes devant moi. Donc quand la mairie m'a proposé, je me suis finalement décidé à me faire inscrire sur place, puisque c'était quand même très pratique. Ce passage a permis à 88 personnes de recevoir la première injection du vaccin Moderna. Le Vaxicar sera de retour dans un mois pour la seconde injection. Eux ne sont pas encore vaccinés et en ont ras-le-bol de faire des tests tous les 2 jours. Samedi matin, une deuxième manifestation, mais de moindre ampleur, a eu lieu à Sarreguemines à l'appel du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Ils étaient 80 environ au carrefour Schumann, à 2 pas de la frontière, avec toujours le même mot d'ordre, la suppression des tests Covid de moins de 48 heures pour pénétrer sur le territoire allemand. Après les quelques 500 manifestants du week-end précédent, ce petit rassemblement aura finalement duré à peine plus d'1 heure. En petit comité à cause du contexte sanitaire, mais malgré tout un moment solennel pour l'unité opérationnelle des sapeurs-pompiers de Sarreguemines. Vendredi, le capitaine Mathieu Oberhauser a officiellement laissé sa place à la jeune capitaine Aurélie Beck. Elle devient la première femme en Moselle à diriger une unité opérationnelle. Retour en images sur cette passation de commandement dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Une page se tourne pour l'unité opérationnelle des sapeurs-pompiers de Sarreguemines. Après plus de 4 années à sa tête, le capitaine Mathieu Oberhauser laisse sa place à la jeune capitaine Aurélie Beck. Son installation est devenue officielle vendredi dernier durant la passation de commandement. Vous reconnaîtrez désormais pour chef la capitaine Aurélie Beck ici présente et vous lui obéirez en toutes circonstances dans le respect des lois de la République et des règlements du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Moselle. Mais elle dirigeait déjà l'unité depuis le 1er février. Elle a eu le temps de se familiariser avec le centre qui compte 32 sapeurs professionnels et 53 volontaires. Elle est entrée dans le feu de l'action dans ce contexte de crise sanitaire avec la mise en place des centres de dépistage. Au sein des sapeurs-pompiers, elle a débuté comme volontaire à la caserne de Corny et a dirigé le centre de secours de Verny de 2017 à 2019. Elle a également fait l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, sa carrière a pris une nouvelle tournure. La passation s'est déroulée en présence de plusieurs élus et de membres du SDIS 57. Mathieu Oberhauser est devenu commandant de la seconde compagnie d'incendie et de secours de Forbach-Saint-Avold.
Aurélie Beck, quant à elle, devient la première femme en Moselle à diriger une telle unité. On s'intéresse maintenant à une autre femme d'exception. Anne Goutte vient d'être récompensée par l'une des associations animales les plus renommées, PETA France. Elle est la cofondatrice de Petit Vegan. Depuis 2017, cette entreprise située à Sarralbe propose ses fromages, des spécialités 100% végétales et artisanales pour remplacer les fromages traditionnels. Anne-Sophie Gross nous fait découvrir cette alternative fromagère. Ils ont l'apparence, le goût et la texture du fromage et pourtant ces produits sont 100% végétaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Anne Goutte, la cofondatrice de cette fromagerie artisanale, vient être récompensée par PETA France. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association de défense des animaux lui a décerné ainsi qu'à 7 autres femmes le prix de l'entrepreneur vegan. Une belle récompense pour le combat mené par cette entreprise. C'est un impact premièrement en termes de notoriété. Parce que voilà, PETA c'est une association qui défend le droit des animaux et comme ça fait partie de nos valeurs profondes, voilà, c'est une grande reconnaissance et voilà, c'est un prix très honorifique également, donc voilà, c'est très plaisant. Depuis quelques années, les produits véganes ont le vent en poupe et pas seulement auprès des personnes ayant adopté ce mode de vie, car l'entreprise n'a pas que des clients véganes, mais aussi des personnes qui ont encore un régime carné, mais qui sont en quête d'alternatives. Ce que les clients ont en commun, c'est vraiment cette prise de conscience sur la planète, sur l'environnement, mais également sur la santé. Et voilà, il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles au bien-être animal et aussi beaucoup de personnes qui veulent privilégier les produits locaux au maximum et voilà, la qualité artisanale aussi, comme tout est artisanal dans l'entreprise. Car si le bien-être animal est au cœur des préoccupations, l'utilisation de produits éthiques et respectueux de l'environnement est également une priorité. Alors au maximum, on valorise les circuits courts et les productions locales. Après, pour la noix de cajou, c'est pas voilà, la noix de cajou ne pousse pas dans nos régions malheureusement. Donc la noix de cajou provient du Vietnam, mais c'est une filière qui décortique mécaniquement les noix de cajou, donc sans danger pour les travailleurs. Donc il y a toute une démarche éthique également derrière. Si la majorité des Français n'est pas encore prête à se passer complètement de viande ou de produits d'origine animale, selon un sondage commandé par le réseau Action Climat, ils sont tout de même 48% à avoir diminué leur consommation de viande ces 3 dernières années. Et de plus en plus de consommateurs sont adeptes des circuits courts. Les amateurs de produits locaux ont pu se retrouver hier à Zétain. Un marché gourmand avait pris place sur la terrasse du restaurant Le Chalet ainsi que sur le parking avoisinant. Organisé par l'établissement culinaire et le club d'épargne du village, l'événement a profité de la météo clémente pour faire découvrir l'ensemble des produits proposés, boissons, saucisses ou objets de déco. Consommer de manière responsable et avoir les bons gestes au quotidien, Lucie et Pauline, 2 habitantes de Rayerswiller, ont créé une nouvelle association, les Chabots. Les 2 animatrices nature veulent sensibiliser la population à la préservation de la biodiversité locale. Un premier atelier était destiné aux enfants, David Orès y a participé. Alors qu'est-ce qu'il faut pour planter des plantes ? De la terre. De la terre. Des graines. Une plantation de semis de tomates. Voici le premier atelier des Chabots, une nouvelle association créée par Lucie et Pauline à Rayerswiller. Le chabot, c'est un poisson qui était dans nos rivières et qu'on retrouve très peu à cause des modifications de l'environnement et à cause de la pollution. Un nom qui symbolise l'engagement des 2 jeunes femmes, préserver la biodiversité locale. Aujourd'hui, les Chabots touchent un public jeune, 2 groupes pour un atelier en 2 étapes. D'abord une décoration de pots avec de la peinture et de la colle naturelle, puis la plantation des semis. Destiné aux enfants, ce type d'atelier aura lieu 1 fois par mois, le mercredi après-midi. On avait toutes les 2 envie d'intervenir dans notre vallée du Pays de Bitche, qui est une vallée où il y a beaucoup de richesses au niveau environnemental. Donner des petits conseils, des petites règles pour la préserver. On va faire ce qu'on appelle de l'éducation à l'environnement. Ça va passer par différentes choses, des ateliers, des conférences, comment faire son compost. Aujourd'hui, on a fait comment planter un semis. Lucie et Pauline souhaitent également intervenir dans les écoles et proposer des animations pour les adultes et les familles le week-end. L'association Les Chabots est née en décembre 2020. En raison de la crise sanitaire, les activités n'ont pas démarré tout de suite. La municipalité leur met à disposition les lieux, la salle de bricolage de l'école et la place des fêtes. C'est d'ailleurs Joëlle Veil, la maire de Rayerswiller, qui a mis en relation Lucie et Pauline.
Je trouve que l'initiative est belle. 2 jeunes du village, 2 jeunes femmes en plus qui font cette association. Lucie et Pauline ont fait la demande pour avoir un petit espace pour faire des rassemblements et du petit jardinage. Et donc là, c'est le projet qui est en cours. On est toutes les 2 habitantes de Réherzuleur et on se dit qu'on peut déjà avoir un impact sur notre milieu local. Même si on n'est pas de gros pollueurs, on a toujours moyen d'améliorer et de faire la pédagogie par rapport aux produits déjà qu'on utilise à la maison. On est sur Terre pour un voyage, j'ai envie de dire, et il s'agit de faire attention à tout ce qu'on nous offre. Pauline et Lucie sont bénévoles. Elles souhaitent développer leur activité et l'étendre dans un premier temps au village voisin, Sirstal, Lambar. L'objectif, fédérer le plus de personnes possible pour préserver l'écosystème de la vallée et, in fine, améliorer la qualité de vie des habitants. Balades comptées en forêt, ateliers de teinture et d'impression végétale, création d'encre naturelle, de nouvelles animations sont déjà prévues les 3 prochains mois. Et pour améliorer la qualité de vie des enfants dans le monde, il y a l'UNICEF. L'antenne locale de Sarreguemines organise une vente avant Pâques. Si vous êtes à la recherche de cadeaux, les bénévoles vous attendent dans leurs locaux rue Poincaré jusqu'à jeudi ainsi que samedi. C'est ouvert les après-midi de 13h30 à 17h30. Livres, tasses ou poupées frimousse, il y a du choix et c'est pour la bonne cause puisque les bénéfices de la vente sont destinés à soutenir les actions d'UNICEF. Dans un instant, on s'intéresse notamment aux actions qui vont être menées du côté de Bitche. Elles viennent d'être décidées samedi en conseil municipal. Et puis focus sur l'histoire avec la commémoration 150 ans après de la fin du siège de la citadelle de Bitche. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, ce week-end c'est déjà le week-end de Pâques et on avait envie de célébrer ça avec vous. Et pour l'occasion, tous les jours jusqu'à jeudi, je vais me transformer en véritable lapin de Pâques. Et pas uniquement pour les grandes oreilles, mais également et surtout pour les cadeaux. Tous les jours sur le secteur, je vais aller cacher un sachet de chocolat et ce sera à vous de le retrouver. Aujourd'hui, si vous avez reconnu la déco, vous savez que je me trouve à Blize-et-Bersin et je vais aller cacher mon cadeau et je vous retrouve après la météo. Et cette semaine s'annonce radieuse avec un retour en force du soleil. On pourra profiter demain d'un beau ciel bleu et de températures printanières avec des minimales qui iront de 4 à 7 degrés et des maximales de 21 à 23 degrés. Demain, nous fêtons les Amédées et il fera jour de 7h12 à 19h59. Bon bah voilà, mon paquet est caché, c'est maintenant à vous de jouer. N'oubliez pas de vous prendre en photo avec votre lot et de nous l'envoyer sur Facebook, Instagram ou par mail. Bonne chance à tous et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. En ce moment, profitez de nos offres sur les dalles extérieures à partir de 25 € du mètre carré. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. Chez Cuisine Schmidt Sarreguemines, jusqu'au 31 mars, place aux offres lumineuses. Pour une cuisine équipée ou un dressing sur mesure, l'éclairage vous est offert. Nous vous offrons aussi jusqu'à 1 000 € de réduction sur tous vos projets. Et en ce moment, tentez de remporter un lot d'une valeur de 505 € en participant au jeu concours sur notre page Facebook. Chute, malaise, accident domestique, donnez l'alerte rapidement grâce au dispositif de téléalarme Vitaris. Un bouton sur une montre, un bracelet, un médaillon ou un téléphone vous mettra en relation avec une centrale d'assistance disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 qui se chargera de prévenir un proche, un voisin ou les secours. Produit disponible chez AVS Médical. Demandez conseil auprès de nos professionnels par téléphone ou en agence. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisé.
Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très très bien visé. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. Il y a tout juste 150 ans, le commandant Tessier et sa troupe sortaient de la citadelle invaincus avec armes et drapeaux après 230 jours de siège. La ville de Bitche, malgré les restrictions sanitaires, a tenu à marquer l'événement hier matin. Catherine Henrich a assisté à la cérémonie. Une messe des rameaux sous le signe de la mémoire. L'église Sainte-Catherine de Bitche a accueilli une partie de la cérémonie du souvenir de la fin du siège de Bitche. L'unique moment qui a pu être partagé avec quelques habitants de la cité. La suite de la matinée s'est poursuivie sur le plateau de la citadelle en comité réduit. Oui, c'est important pour Bitche de commémorer cet événement puisqu'il est important de reconnaître et de se souvenir de ces événements qui ont marqué l'histoire mais qui perdurent pour l'avenir, qui marquent le temps de paix. Il est important de se promettre, de réitérer cette promesse de paix et de construction européenne mais aussi de la tenir. Donc par le passé, nous nous souvenons de ce qui s'est passé pour construire ce qui sera demain et apporter une construction européenne où chacun trouvera sa place. Parmi les invités, le consul fédéral allemand qui s'est joint à la cérémonie pour évoquer l'amitié franco-allemande, devenue aujourd'hui une réalité au cœur de l'Europe. Joël Beck, président de la Chale, Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, a remis à la ville une médaille de 1870 ayant appartenu à un capitaine qui s'est illustré pendant le siège de Bitche. Donc la médaille de la guerre de 1870 a été remis au capitaine Pierre-Émile Ravenel, qui s'est illustré lors du siège de Bitche. On cite notamment sa valeur au combat et son extraordinaire capacité de mener les hommes. Resté sans descendant, on a pu acquérir cette médaille qui est un autre emblème du siège de la citadelle de la ville de Bitche. Enfin, les participants à cette cérémonie ont pu découvrir l'exposition montée dans la chapelle, en espérant pouvoir l'ouvrir bientôt au grand public. Vendredi, Mosaïque Cristal vous propose un grand format consacré au siège de Bitche, une émission spéciale réalisée grâce à l'aide de la Chale et de l'équipe de la Citadelle. Le club philatélique et numismatique du Pays de Bitche ne pouvait pas, lui non plus, manquer de commémorer le siège de la Citadelle. Le club vient de sortir une collection de timbres commémoratifs. 4 enveloppes illustrées ont été éditées pour l'occasion, ainsi qu'un cachet spécialement délivré par la Poste. Les timbres sont encore disponibles à l'achat au prix unitaire de 2,50 € via la vente par correspondance. Pour cela, il vous suffit de vous procurer un bon de commande disponible sur le site internet de la ville de Bitche ou directement à l'office de tourisme du Pays de Bitche. La commune ne se penche pas que sur son passé, elle est évidemment tournée vers l'avenir et cela passe par les décisions prises en conseil municipal. Samedi matin, ce n'était pas l'un des plus courts de l'année, bien au contraire, et ce sont Maureen Grandcola et Thomas Drouin qui vous en font le résumé. Une fois n'est pas coutume, ce samedi, le conseil municipal de Bitche s'est réuni à un horaire matinal. Et il fallait être bien réveillé pour en suivre attentivement le cours, car y a été présenté les comptes administratifs de 2020 et le rapport d'orientation budgétaire pour 2021. Autant dire beaucoup de documents avec beaucoup de tableaux remplis de nombreux chiffres. On sent qu'elle soit un peu abstraite pour la plupart d'entre nous. C'est pour ça, comme nous l'avions fait lors de l'adoption du budget fin juillet 2020, nous vous avons mis à disposition sur votre table des petits tableaux synthétiques qui reprennent ces mêmes chiffres mais qui facilitent leur compréhension. Au niveau du budget principal, le résultat de l'exercice reste dans le vert avec un total de 760 284 € pour ce qui concerne le fonctionnement. La situation est un peu plus compliquée du côté du Golfe, déficitaire de 37 000 €, et de la Citadelle, déficitaire de 118 000 €. Le coronavirus est passé par là. Je sais que quand on dit un comparatif entre différents années utilisables, je pense que ce serait très bien parce que ce qu'on vit aujourd'hui, sur la balance des budgets, c'est quelque chose qui est exceptionnel.
pénalisant pour l'ensemble des collectivités. J'ai surtout insisté là-dessus sur le comparatif pour montrer les efforts que les équipes ont faits pour réduire et contenir les dépenses de fonctionnement. Et c'est évident que 2020 est complètement atypique, qu'on ne peut pas comparer à 2019. L'incertitude budgétaire liée à la pandémie est aussi présente dans le rapport d'orientation budgétaire qui suit. Pas sûr en effet que le public pourra à nouveau pleinement profiter du golf et de la citadelle. Avant de passer au projet inscrit dans ce rapport, un point est fait sur la dette de la commune. La municipalité s'inscrit dans les pas de la précédente en cherchant à la diminuer, mais elle reste toutefois élevée à 1 603 € par habitant. Ce que nous souhaitons, c'est poursuivre bien évidemment cette politique de désendettement et de réduire encore davantage l'endettement. Pour autant, on n'a pas l'intention de souscrire d'emprunt en 2021 qui puisse obérer cette capacité de désendettement, ni, et je le dis d'ores et déjà très clairement, d'augmenter les taux de fiscalité, les taux tout au moins des taxes locales sur lesquelles on peut jouer. Pour ce qui est des projets évoqués pour 2021, on notera l'extension de l'aménagement du centre-ville, déjà entamé par la précédente municipalité, mais revu et corrigé par la nouvelle, la poursuite des travaux de restauration de la citadelle, avec une participation de la Fondation du patrimoine, c'est-à-dire la mission Berne, à hauteur de 123 000 €. Enfin, est évoquée aussi la création d'un réseau de chaleur alimenté par une chaudière biomasse et plaquettes forestières, qui reliera la mairie, la maison des associations, le presbytère et l'ancien tribunal. Il aura fallu plus de 4 heures aux conseillers pour parcourir les 28 points de l'ordre du jour. Arrivés le matin, ils sont repartis l'après-midi. Le prochain conseil est lui programmé à la semaine du 12 avril. On ne sait en revanche pas quand pourront être programmées les prochaines rencontres sportives. Alors quitte à ne pas pouvoir vous parler de sport au présent, on a choisi de vous en parler au passé. Généralement, l'histoire du football s'écrit dans les stades. Ils sont bien vides depuis 1 an, mais ce sport a un passé très riche, notamment en Moselle. Thibaut Eberlé, un jeune étudiant de l'Université de Lorraine à Metz, en a fait son sujet de mémoire de fin d'études. Il a ciblé la période d'entre-deux-guerres. Reportage d'Uranie Tozic et Lucas Planavergne. Donc on est au stade de la Bliss qui a été inauguré en 1923. Donc derrière moi on voit le terrain de football et autour il faut s'imaginer qu'il y avait une piste d'athlétisme dont on voit les restes avec cette piste en schiste en ovale puisque à l'époque les clubs dont la l'AS Sarreguemines faisaient plusieurs sports. Principalement le football et l'athlétisme. Mais c'est le ballon rond qui a intéressé Thibaut Eberlé pour son projet de fin d'études. Le football en Moselle dans l'entre-deux-guerres et plus particulièrement le passage au statut professionnel en 1932. Dans la région, seul le FC Metz y arrive. Les autres clubs préfèrent rester amateurs, notamment par souci financier. Déjà, il y avait pas mal de problèmes d'argent. Il y a beaucoup de clubs qui ont des dettes et certains disparaissent à cause de ça. Il y a aussi beaucoup de violence dans les stades et sur le terrain. Beaucoup de rivalités plus qu'actuellement, notamment à Sarreguemines, il y a l'AS Sarreguemines, donc le club principal. Il y a aussi un club catholique et il y a l'AS Neunkirch. Donc à l'époque, Neunkirch ne fait pas partie de Sarreguemines. Et donc c'est un peu une grande rivalité entre les deux, même si l'AS Sarreguemines est supérieur au niveau sportif. Si c'est un temps qui paraît révolu, ces problématiques sont encore d'actualité. Et pour travailler sur ce sujet, il a fallu de la patience et beaucoup de recherches. Je suis allé dans les différentes archives du département, donc les archives départementales à côté de Metz, les archives municipales des grandes villes, donc Metz, Thionville, Saint-Avold et donc Sarrebourg et aussi Sarreguemines. J'ai cherché toutes les informations qu'il y avait sur le football à cette époque-là, donc les clubs qui ont existé, les stades, quand est-ce que les stades ont été construits. Un mémoire universitaire qui s'est transformé il y a peu en livre. Un professeur à la retraite lui a donné l'opportunité d'en faire une édition papier pour toucher un public plus large. Vous pouvez commander cet ouvrage sur le site des éditions Jalon ou sur Amazon. Et ce reportage est à revoir comme toutes nos émissions sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée à tous. À demain dès midi.